L'eugénisme est une pensée scientifique qui naît en Angleterre au XIXe siècle, au moment où l'économie agraire disparaît au profit de l'économie industrielle. L'exigence d'une main-d'œuvre toujours plus importante draine les populations vers les villes. Là où il y avait des ateliers, il y a dorénavant des usines. Exode rural, logements précaires, conditions de vie et d'hygiène déplorables, malnutrition, misère, chômage, maladie, alcoolisme, autant de fléaux qui frappent les masses. Ce qui est vraiment le caractère distinctif de l'eugénisme tel qu'il émerge, c'est que c'est une façon, encore une fois, de chercher à légitimer les inégalités sociales qui doivent toujours être légitimées. Parce que les inégalités sociales sont toujours contestées, sont toujours résistées, ils créent toujours un esprit de révolte et tout ça. Alors comment calmer le jeu, comment légitimer, mais depuis toujours, en tout cas, depuis qu'on a accès à des écrits qui parlent des inégalités, on retrouve toujours cette tendance à vouloir les légitimer, soit en se référant à la nature, qui est un très ancien façon. C'est dans la nature des femmes d'être ainsi, c'est dans la nature des hommes d'être ainsi, c'est dans la nature des choses qu'il y ait des aristocrates, puis des aristocrates et des serfs, ou des esclaves, soit par rapport aux dieux, par exemple. C'est vrai que l'appel à la religion et tout ça, bon, c'est toujours là, c'est toujours présent aujourd'hui, donc ça reste là. Mais je pense quand même que quand on regarde l'histoire depuis la révolution scientifique, c'est quand même la science qui s'impose comme étant le discours premier auquel on fait appel pour des fins de légitimation. L'eugénisme apparaît dans un siècle où les champs de la pensée scientifique et des idéologies sont en plein renouvellement. Deux œuvres vont lui servir de socle. L'inégalité des races humaines, vision pessimiste et raciale de Joseph de Gobineau, et L'origine des espèces, où Charles Darwin expose sa théorie de l'évolution. En 1883, Francis Galton, neveu de Darwin, psychologue, statisticien et météorologiste, invente le nom eugénisme, du grec eugénos, bonne naissance, bonne race, eugénisme dont il dit qu'il sera la religion du siècle prochain. La crainte principale de Galton, c'est-à-dire que ces races supérieures, ou cette supériorité raciale qui a pris tant de temps à se développer à travers l'évolution, et qui a amené des êtres si supérieurs que ces hommes bourgeois, donc britanniques, etc., capables d'analyse, très sophistiqués, sont menacés par la capacité reproductive de ces classes inférieures qui font la preuve de leur infériorité raciale en étant pauvres, en étant au bas de l'échelle, surtout en se vouant à des activités criminelles, ou un petit peu plus tard, d'autres auteurs qui vont s'inspirer de Darwin, qui, en tant que jeunes femmes, vont avoir des enfants sans être mariées, en faisant ainsi la preuve de leur manque d'intelligence, la manque surtout de capacité de prévision, qui depuis le début du XIXe siècle est un des critères qui est utilisé pour parler de l'intelligence, etc. Et donc qu'il faudrait intervenir pour limiter la capacité reproductive de ces catégories de la société, et aussi pour augmenter la capacité reproductive donc des classes supérieures. Tandis que l'eugénisme s'épanouit dans une Angleterre victorienne où triomphe l'idéal bourgeois, les scientifiques redécouvrent en 1900 les lois de Mendel. En croisant deux petits pois, l'un vert, l'autre jaune, Gregor Mendel avait constaté que le jaune disparaissait à la première génération pour ressurgir à la seconde. Il avait pu alors énoncer les lois sur l'hérédité et mettre en évidence les facteurs dominants et récessifs dans la transmission des caractères. Passées inaperçues 30 ans plus tôt, au moment de leur première publication, ces lois viennent fournir la justification scientifique aux hypothèses des eugénistes.
Dans les années 1900, les eugénistes, alors constitués en un mouvement assez disons, structuré à l'échelle de l'Angleterre et de beaucoup d'autres pays aussi, deviennent sensibles à un problème, à savoir celui des maladies héréditaires et tout particulièrement des maladies mentales. Alors ceci se fait à la faveur aussi d'une biologisation plus grande du discours, de la place grandissante que prend la médecine et la santé publique dans la gestion étatique des populations, l'accumulation aussi de statistiques qui ne faisaient que révéler des choses qui existaient déjà, mais on les a prises pour nouvelles. Et dans ce contexte-là, donc comme on l'a dit souvent, c'est un eugénisme négatif qui prévaut, l'eugénisme positif devenant une gentille divagation d'intellectuels. C'est dans ces conditions que l'eugénisme trouve aux États-Unis son terreau idéal. Frappé par les crises, par une immigration de catégories de population pas toujours désirées, par une peur de la dégénérescence de la race anglo-saxonne, l'Amérique voit dans l'eugénisme la possibilité de systématiser des pratiques discriminatoires déjà opérantes. En 1903, la branche américaine d'eugénisme prend son indépendance à l'égard des eugénistes anglais. Les Américains créent leur propre association. Et c'est désormais un eugénisme dur qui fait appel à un large spectre de disciplines pour asseoir sa crédibilité. Pour mener à bien ses travaux, Charles Davenport, biologiste, professeur à Harvard, crée le Eugenics Record Office, le centre de recherche de l'eugénisme à Cold Spring Harbor dans l'État de New York, centre qui deviendra l'institution eugénique la plus influente. Financé par les barons de l'industrie et de la finance américaine, parmi lesquels Carnegie, Ford, Bell, Rockefeller, Harriman, Bush, ce laboratoire se consacre à l'étude de l'hérédité. Légitimé par les lois de Mendel, Davenport va s'attacher à démontrer le caractère héréditaire des tares. Il est bientôt secondé par un professeur de lycée du Wisconsin, Harry Laughlin, rédacteur d'un texte qui servira de base aux lois eugénistes adoptées par les États américains, pressés de maîtriser la qualité de leur population. Davenport était intéressé par l'attention extrême, compulsive pourrait-on dire, que Laughlin prêtait aux détails. Il le recruta pour diriger l'Eugenics Record Office. Cet homme est un juge de Chicago, appartenant au mouvement de réforme. Son nom, Harry Olson. Il voulait établir des tribunaux dans les institutions, étudia la criminologie et devint très proche de Harry Laughlin qu'il recruta à la cour de Chicago, Minnesota, en tant qu'expert en psychopathologie. Et Laughlin a tenu ce rôle de consultant durant une dizaine d'années. Et c'est en tant qu'expert qu'il termina l'étude des lois de stérilisation. C'est grâce à Olson que fut publié en 1922 le livre de Laughlin sur les stérilisations, Stérilisations eugéniques aux États-Unis. Ceci est une photo de l'entrée du premier bâtiment du Eugenics Record Office à Cold Spring Harbor. On y classait les archives des familles et les études d'arbres généalogiques. Beaucoup de personnes y envoyaient l'histoire de leur famille pour qu'elle y soit classée et archivée. Donc si quelqu'un voulait se marier, il pouvait savoir à quelle famille il se liait. Armés de la génétique mendélienne, les eugénistes américains vont s'appliquer à démontrer le rôle central de l'hérédité dans la transmission des talents et des tares. Ils dressent les histoires des familles, remontent les générations à l'affût des causes. On mesure, quantifie les tares et handicaps des uns, les qualités reproductives des autres. Le rêve d'une sélection des populations devient enfin réalité. Dans une lettre du 3 janvier 1913, Theodore Roosevelt, futur président des États-Unis, écrit « Mon cher monsieur Davenport, il est extraordinaire que les gens refusent d'appliquer aux êtres humains des connaissances aussi élémentaires que celles que les éleveurs pratiquent sur leur bétail.
N'importe quel fermier qui empêcherait ses meilleures lignées de se reproduire et favoriserait la croissance des plus mauvaises serait envoyé à l'asile. Ce qui est bon pour les animaux doit l'être aussi pour l'homme. Davenport adjoint donc un poulailler à son laboratoire de Cold Spring Harbor. Et désormais, les méthodes de sélection en usage pour les volailles et les bovins vont pouvoir s'appliquer aux êtres humains. En 1907, l'Indiana est le premier État à adopter une loi eugéniste, rapidement suivie du Connecticut. En 1913, après la publication du modèle de loi de Harry Laughlin, 22 États se dotent de lois eugénistes qui, selon les États, permettent la stérilisation des malades mentaux, épileptiques, débiles, tarés, indiens, mongoliens, sourds-muets, aveugles, homosexuels, filles-mères, minorités, tous ceux qui se trouvent à la marge de la société. En Virginie, une mère et sa fille, Emma et Carrie Buck, sont les deux premières femmes à être condamnées à une stérilisation forcée. J'ai enseigné l'histoire du mouvement eugéniste pendant des années. Et j'ai toujours été surpris de constater que les étudiants, tout comme l'opinion publique, ne connaissaient rien à certains des événements les plus tragiques du mouvement eugéniste. Mon point de mire a été l'affaire Buck, une jeune fille de 17 ans originaire de Charlottesville en Virginie, contre Bell, médecin-chef de l'institution où elle était internée. En 1924, le tribunal a ordonné qu'elle soit stérilisée, jugement confirmé par la Cour suprême des États-Unis en 1927. 75 années après que le juge Holmes émette son fameux avis à propos de Carrie Buck, à savoir que 3 générations d'imbéciles, ça suffit, 75 ans après ça, j'ai pensé qu'il serait bon que nous ayons une marque publique pour ne pas oublier cette affaire, ne pas oublier ce qui s'était passé. Il y a des gens qui préféreraient que cette histoire demeure oubliée. Beaucoup de gens n'aiment pas voir le côté sombre de notre histoire et pensent qu'il ne faudrait s'attarder que sur les côtés optimistes et pleins d'espoir. Moi, je pense que cela mène au désastre. Si nous ne nous rappelons pas comment nous avons fait des erreurs, nous ne les reconnaîtrons pas lorsque nous les rencontrerons à nouveau. C'est ici, dans cette institution qui portait à l'époque le nom de Virginia Colony, que Emma Buck, épileptique, fut internée en 1920. Les épileptiques étaient alors considérés comme des malades mentaux. Sa fille, Carrie, enceinte après avoir été abusée sexuellement par un membre de sa famille d'accueil, y est à son tour internée. Répertoriée comme délinquante morale et demeurée, elle donne naissance à une fille, Viviane. En 1927, la Cour suprême des États-Unis confirme la décision du tribunal de l'État de Virginie de stériliser ces 3 femmes. Viviane n'a que 8 mois. C'est ici, au premier étage, que les stérilisations avaient lieu. De 1923 à 1972, l'État de Virginie autorise plus de 8000 stérilisations forcées, la Californie 10 000, la Caroline du Nord 7600. En tout, 65 000 stérilisations forcées relevant de lois eugénistes ont été pratiquées aux États-Unis, majoritairement sur les femmes. Reste d'Emma Buck une photo en compagnie de sa fille, une tombe au cimetière de l'asile et dans les archives de l'eugénisme, un arbre généalogique. Pour justifier l'état de ces 3 femmes, un pédigré est dressé qui a présidé à leur destinée. Emma, épileptique, a une liaison adultère dont naîtra Carrie, qui elle aussi aura une fille illégitime, Viviane. Autant de preuves du caractère héréditaire de la déficience mentale, mais aussi des conduites sexuelles illégitimes. Pour évaluer ces populations, il faut tout mesurer. Dès le XIXe siècle, l'école française d'anthropométrie
qui affirme que chacun a sa place dans la société, met au point des tests qui permettent de mesurer les capacités de tous. Volume crânien ou respiratoire, force de travail, vitesse de réaction et d'exécution, intelligence, tout est quantifiable. Le test d'intelligence de Binet-Simon, d'abord passé inaperçu en France, trouve aussi sa place dans les outils scientifiques des eugénistes américains. Popularisé par le psychologue Henry Goddard, inventeur du mot moron pour désigner les arriérés mentaux, le test Binet-Simon se voit augmenter du QI et devient ainsi détourné l'arme absolue. Tout individu d'un QI inférieur à 83 est sous la menace des stérilisations forcées. Pour obtenir l'adhésion du plus grand nombre, tout étudiant doit assister le samedi soir à la projection du film intitulé La Cigogne Noire, produit en 1915 par Howard Hughes, qui sera rebaptisé plus tard « Êtes-vous apte au mariage ?» En entier ou en extrait, il va demeurer sur les écrans des salles de cinéma jusqu'en 1940. Sa mission ? Persuader le spectateur qu'il vaut mieux laisser mourir un bébé hors norme que de le laisser vivre. Pouvez-vous nous en dire davantage, docteur ? Pensez-vous vraiment qu'il faut laisser mourir les déficients ? Ce film, inspiré de la carrière d'un célèbre médecin eugéniste de l'époque, le docteur Harry Hazelden, relate l'histoire d'un homme dont la lignée est entachée des amours coupables d'un de ses aïeux et d'une servante, faisant de lui le porteur d'une hérédité qui le rend inapte au mariage. Comment le savez-vous? Bien qu'averti de cette tare, qu'il se garde bien de dévoiler, il se marie néanmoins avec une jeune fille de la bonne société. Un an plus tard, le couple donne naissance à un enfant qui, pour les convenances du film, se trouve être anormal. Pour le médecin, une seule décision courageuse s'impose, ne pas laisser vivre l'enfant. Un rêve dévoile alors à la jeune mère l'avenir tragique et sombre de son enfant. Les scénaristes n'ont pas lésiné sur les arguments. Handicap, humiliation, exclusion, alcoolisme, débauche et crime. Il s'unira même à une fille des rues dont il aura de nombreux enfants, tous anormaux. Au réveil, la mère supplie le médecin de laisser mourir son enfant. Parfois, sauver une vie est un plus grand crime que de la prendre. Pour les propagandistes de l'eugénisme, tous les moyens d'information sont bons. Films éducatifs, presse, sermons du dimanche, exhibitions de monstres, expositions, stands dans les foires, concours de jeunes filles aptes à procréer et de familles américaines dont les meilleures obtiennent le diplôme de l'Eugenics Record Office. While people were going to state fairs or county fairs, lorsque les gens se rendaient aux foires des États ou des comtés, ils étaient invités à visiter les stands et à s'y informer sur l'eugénisme, apprendre à avoir une famille plus heureuse, en meilleure santé. Et ils concouraient en remplissant des tests d'intelligence, en passant des examens médicaux, en montrant qu'ils allaient assidûment à l'église, qu'ils avaient un emploi, une famille nombreuse, et qu'ainsi, ils deviendraient la nouvelle génération de familles en bonne santé. Ce type d'exposition, souvent sponsorisé par la Société eugénique américaine, s'est tenu dans tout le pays dans les années 20 et 30. Ici, vous pouvez voir des stands sur l'eugénisme et la santé, l'eugénisme et l'alphabétisation, l'eugénisme et l'immigration. Cette préoccupation d'une race pure est d'autant plus vive que le flux des immigrants n'a jamais été aussi important. Harry Laughlin et le Eugenics Record Office, après avoir milité pour la stérilisation des plus fragiles, se consacrent à la lutte contre l'immigration. Laughlin persuade le Sénat de la menace de pollution intellectuelle et morale qui pèse sur le patrimoine génétique américain. Il est le principal artisan de l'Immigration Restriction Act, loi de restriction de l'immigration de 1924. À la signature, Calvin Coolidge, président des États-Unis, déclarait «
l'Amérique doit demeurer américaine. Des lois biologiques montrent que les Nordiques se détériorent quand ils sont croisés avec d'autres races. Cette loi, qui avait principalement pour cible les Italiens et les Juifs d'Europe de l'Est, ne sera supprimée qu'en 1965. Déjà, avant la Première Guerre, on commence à gérer l'immigration aux États-Unis pour détecter les personnes qui ne seraient pas aptes à reproduire leur race. Bon, il y a des médecins aussi qui s'installent aux frontières pour évaluer ce même chose. Puis il y a des débats au Congrès américain dans les années 20. Est-ce que par ailleurs, on devrait continuer à admettre les Mexicains, les travailleurs mexicains, qui de toute évidence, c'est pas la race supérieure, c'est une race mixte. Et depuis Gobineau, et puis son idée de le mélange du sang comme étant un facteur de dégénération, l'idée de la mixité du sang est toujours très présente dans le discours. Puis on retrouve dans les grands débats aux États-Unis. Les Mexicains ont un sang mixte. Est-ce que dans le recensement, éventuellement, il faut les reconnaître comme une race distincte? Il y a d'un côté les employeurs qui disent qu'il faut garder les frontières ouvertes parce que cette race-là est toute faite par la nature pour travailler dans nos champs de betteraves. Ils sont plus petits, c'est plus facile pour eux de se pencher pour travailler dans les champs de betteraves. Alors, il y avait les syndicats qui voulaient maintenir les frontières, paradoxalement. Mais on n'est pas à un paradoxe près. Et il y avait donc les grandes entreprises du sud-ouest des États-Unis qui voulaient maintenir cette... Mais ce qui est fascinant, on est dans les années 20, les années 30, et puis les grands débats aux États-Unis, il y a des présidents d'université, puis il y a du monde du Congrès qui signent des pétitions pour protéger la race. Pour justifier d'une politique eugénique ségrégationniste, on fait toujours appel aux mêmes outils. Statistiques, biométrie, psychologie, anthropométrie, génétique, qui exhibe les preuves des différences raciales. L'Irlandais, moins voleur que l'Italien, l'est davantage que l'Allemand. Le natif blanc américain, moins criminel que l'étranger. Et plus la couleur de la peau est sombre, et plus l'individu est meurtrier. Plus l'individu est pauvre, plus il est débile. On peut même reconnaître le meurtrier de l'innocent, le fourbe de l'honnête homme, celui qui est sain de celui qui est fou. L'ordre, menacé de l'extérieur, l'est aussi de l'intérieur. Victime des crises économiques et agricoles, petits fermiers miséreux du Sud et afro-américains tenus à distance de la société blanche pour ne pas en souiller le sang, sont désignés comme les porteurs des fléaux sociaux. Exacerbé par la crise économique mondiale de la fin des années 20, l'eugénisme dur fait tache d'huile. Il gagne le Canada, mais aussi la Suisse, l'Australie, les pays scandinaves, même le Japon. Mais preuve de l'hégémonie américaine sur l'eugénisme, si le premier congrès s'est tenu à Londres en 1912, les deux suivants ont lieu à New York en 1921 et 1932. L'influence de la représentation française y est toujours importante et ses éléments les plus extrêmes font autorité, notamment Georges Vacher de la Pouge et Gustave Le Bon, qui seront les inspirateurs de la politique raciste d'Hitler. En France, cependant, en Angleterre et même en Allemagne, des courants plus modérés ou plus sociaux s'expriment. Si on résume un petit peu la position des Français, c'est celle de Housset, qui en 1921 dit « la guerre à la tare plutôt qu'au taré ». Mais ça n'empêche pas qu'effectivement, dans les discours, il y ait cette tentation, par moment, de trier les géniteurs, avec des listes parfois très précises, et même fantaisistes, puisqu'on y trouve aussi bien les sourds-muets que les cul-de-jatte. Pourquoi les cul-de-jatte? Puisque c'est pas héréditaire a priori. On y trouve des listes, effectivement, de procréateurs indésirables, qualifiés de noms plus ou moins agréables, comme déchets sociaux, etc., etc. Alors je crois que là, le rôle tenu par les médecins est essentiel. Ils ont l'habitude de soigner plutôt que de sélectionner. Ils ont également tout un apprentissage scientifique qui est basé sur ce qu'on appelle le néo-lamarckisme, c'est-à-dire l'idée que les caractères acquis sont héréditaires. Donc en jouant sur le milieu, on peut améliorer les générations futures.
en soignant bien un individu malade, en l'améliorant, ses enfants seront en meilleure santé. Ça, c'est complètement à l'opposé des théories néo-darwiniennes de la fin du XIXe siècle, des gens comme Weissmann, par exemple, pour qui, si une lignée est tarée, elle est inéluctablement tarée, et la seule chose à faire, c'est de l'empêcher de proliférer. Dès son accession au pouvoir, Adolf Hitler met en place sa politique raciale d'exclusion des Juifs et de lutte contre les malades mentaux. S'appuyant sur les éléments les plus durs de l'eugénisme allemand, il fait adopter une loi qui, dès décembre 1933, favorise la natalité des plus aptes à se reproduire et autorise la stérilisation de ceux considérés comme indésirables et inférieurs. Peu de gens le savent, mais les Américains, au moment où Hitler prend le pouvoir en 1933, avaient déjà stérilisé plus de 15 000 personnes. Et les eugénistes allemands disaient « il faut que nous fassions pareil ». Il y a en fait un moment important, lorsque l'un des plus éminents spécialistes allemands de l'hygiène raciale dit « si nous ne réfléchissons pas rapidement à un programme de stérilisation, les Américains vont devenir les leaders dans le domaine des règles raciales ». Il y a donc vraiment une imitation du programme eugéniste américain. Le libéralisme n'était plus à la mode sur le plan politique, et sur le plan économique d'ailleurs non plus. Et les idéologies fortes étaient des idéologies qui faisaient passer la collectivité, quelle que soit la collectivité, que ce soit la race ou autre chose, ou la société, avant l'individu. Et donc, on soignait la société, on soignait la race, ou on soignait même le pool héréditaire. Donc par exemple, un des principaux journaux eugénistes destinés au corps médical, sous le nazisme, s'appelle Der Erbarzt, c'est-à-dire le médecin de l'hérédité. Donc à la limite, là, on ne soigne plus une personne qui souffre, on soigne le mauvais gène qui traîne dans une population. Der größte Teil aller Anstaltsinsassen hat seine furchtbare Krankheit von seinen Eltern ererbt, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde und immer wieder Leid und Elend über die Familie brachte. Wer ist erbkrank? Erbkrank ist ein Mensch, dessen Krankheit in der Erbanlage seiner Vorfahren vorhanden war. Dabei braucht bei den Vorfahren die Krankheit nicht immer in Erscheinung getreten zu sein. En Allemagne, les arguments de la propagande eugéniste ressemblent étrangement à ceux de l'Amérique. Coût exorbitant des malades mentaux. Rôle primordial de l'hérédité et de la transmission des maladies génétiques. Meilleures conditions de vie des malades mentaux que des honnêtes citoyens. Laisser vivre est parfois un plus grand crime que laisser mourir. C'est sans aucun doute le début de l'eugénisme, et c'est aussi certainement le début d'une politique d'extermination bien plus extrême des individus inférieurs. Le programme commence avec l'eugénisme des stérilisations, qui a stérilisé environ 350 000 Allemands. L'étape suivante a été l'interdiction des mariages entre Allemands et non-Allemands, particulièrement entre Allemands et Juifs, ce qui a été également défendu comme une mesure eugéniste pour nettoyer la race des éléments étrangers juifs. L'étape suivante est un programme d'euthanasie, où il a été décidé non plus seulement de stériliser ou d'isoler, mais vraiment d'exterminer les malades mentaux et les handicapés physiques, ce qui également est vu comme une forme de nettoyage racial, d'hygiène raciale, d'eugénisme. Ainsi, ce programme de stérilisation est les deux à la fois. C'est le début, le premier symbole de l'eugénisme allemand. Pas autant que l'auraient voulu certains partisans de l'eugénisme, comme par exemple Fritz Lenz, le premier professeur d'eugénisme en Allemagne. En 1923, il disait que 10% de l'ensemble de la population allemande devrait être stérilisée. Ils ne sont jamais allés aussi loin. Mais les lois de stérilisation de 1933 représentent le début d'un vaste programme d'extermination. Et il ne s'agit pas de dire que c'était inévitable et qu'ils devaient s'engager dans cette direction.
Je pense réellement qu'il y a eu plusieurs moments qui auraient pu être évités. Les médecins auraient pu dire « Non, nous ne le ferons pas ». Ce n'était donc pas dès le début un vaste projet inévitable, mais il s'agit sans aucun doute du commencement de quelque chose d'atroce. En mai 1936, l'université de Heidelberg fête son 550e anniversaire. À cette occasion, elle décerne le titre de docteur honoris causa de médecine au directeur adjoint du Eugenics Record Office, Harry Laughlin, pour son rôle dans le développement de l'eugénisme. Et tandis que la terreur nazie fait de l'eugénisme une des armes de sa politique raciale, Harry Laughlin achète 3 copies de Herb Krank, le film de propagande du Parti national-socialiste, qu'il projette pendant plusieurs années à ses étudiants new-yorkais. En fait, si vous regardez ce qui s'est passé à partir de 1945, il n'y a pas eu le procès véritablement de l'eugénisme nazi. Si vous prenez par exemple le procès des médecins de Nuremberg, en 1946-1947, l'eugénisme ne fait pas partie des chefs d'accusation. D'ailleurs, les Américains auraient bien eu du mal à le faire, puisque eux-mêmes continuaient à pratiquer l'eugénisme chez eux. Donc ce n'était pas considéré comme un problème. Ce qui était considéré comme un problème au procès des médecins de Nuremberg, c'était d'une part les expérimentations médicales criminelles et d'autre part l'euthanasie. Et en fait, le procès de l'eugénisme, on pourrait dire, a débuté dans les années 70. Et davantage lié à une transformation des sociétés occidentales, y compris du Japon, que de façon générale, des valeurs, la culture au sens le plus profond du terme, plutôt que d'une remise en cause scientifique. I believe that yes, the German Nazis were defeated militarily, but the ideas that they stood for were Je pense que les nazis ont été battus sur le plan militaire, mais pas sur le plan des idées. Et il y avait des gens en Alberta qui partageaient toujours ces idées, et dans l'ensemble, ce sont eux qui contrôlaient l'État. Après qu'il fut interdit aux nazis de poursuivre les stérilisations, eux, ils ont continué leur programme. Vous savez, les tribunaux de Nuremberg ont condamné les stérilisations forcées comme crime contre l'humanité. Cela n'a eu aucun effet en Alberta. Personne n'a été touché par ça. C'était un jugement qui s'appliquait aux nazis, pas à eux. Aucun changement, ils ont continué à faire les mêmes choses, sans aucun changement. Si, ils se sont tus. Ils ont cessé de faire des déclarations publiques. Leilani Muir est née après la guerre. Victime de son entourage familial, elle est placée en institution, puis, en vertu du Sterilization Act, loi de 1928, elle est stérilisée à l'âge de 12 ans. Elle engagera, à partir de 1988, une procédure judiciaire contre l'État de l'Alberta. J'ai été une enfant maltraitée. Je ne jouais pas avec les autres enfants lorsque j'étais petite. J'étais toujours enfermée, privée de nourriture, battue. J'étais donc maltraitée. Si nous nous rendions quelque part, je ne savais jamais où j'allais car on m'obligeait à m'asseoir par terre, sur le sol arrière de la voiture, avec mes frères qui mettaient leurs pieds sur moi. Le jour où l'on m'a conduite à l'établissement spécialisé, je ne savais pas que l'on m'emmenait là-bas. Le jour où on a pris la voiture pour y aller, on m'a dit de monter dedans environ 15 minutes avant que nous n'y partions. Et lorsque nous sommes arrivés, on m'a dit de descendre de voiture et personne d'autre n'est descendu, uniquement moi. Personne n'est même descendu de voiture pour me dire au revoir. Quand vous voyez ce que j'ai vu, j'ai lu très minutieusement les documents du Conseil eugénique. Ils n'avaient dans la plupart des cas aucune preuve qu'il y ait quoi que ce soit d'anormal dans les gènes de ces enfants.
Ils ne voyaient pas de preuve, et de toute façon, cette preuve n'existait pas. Ce n'était pas une entreprise scientifique. Ils questionnaient succinctement ces enfants, mais en fait, ils ne s'intéressaient qu'à leurs antécédents familiaux. La seule raison qui faisait que ces enfants étaient stérilisés était qu'ils étaient en établissement spécialisé. Et c'est au moment même où ils étaient admis dans un établissement spécialisé qu'ils étaient condamnés. Parce que pour pouvoir sortir de l'établissement, il fallait être stérilisé. Presque tous les enfants qui sont passés en institution ont été stérilisés. Je ne comprenais pas. Je ne réalisais pas que je n'aurais pas une scolarité normale. Je ne réalisais pas évidemment ce qu'il se passait avec les stérilisations. Pour moi, j'étais une enfant normale, comme les autres enfants. Et les infirmières ne m'ont jamais maltraitée. Elles m'aimaient bien, je pouvais aller et venir dans leur bureau, elles me donnaient des gâteaux, du lait, etc. Certaines m'ont même emmené dehors pour Noël. Elles m'aimaient bien. Le jour où vous étiez emmené à la clinique, on ne vous disait rien, on vous prenait à la sortie de l'école, juste au moment de vous emmener à la clinique. Tu vas te faire opérer de l'appendicite, voilà ce qu'on nous disait. Tu vas te faire opérer de l'appendicite. Ils vous retiraient l'appendice et en même temps vous stérilisaient. Dans mon cas, ils m'ont enlevé quasiment toutes les trompes. Ils n'en ont laissé qu'un petit morceau. Comment avez-vous découvert que vous aviez été stérilisé? J'en ai eu la certitude absolue quand j'avais environ 24 ans. J'avais déjà vu des médecins avant, mais je ne leur parlais pas vraiment. Lorsqu'ils me demandaient ce qu'était ma cicatrice, je répondais simplement « Oh, c'est une opération que j'ai subie ». Puis finalement, je suis allée voir un médecin à qui j'ai pu dire que j'avais passé plusieurs années en institution et que je pensais qu'on m'y avait fait quelque chose qui m'empêchait de pouvoir avoir des enfants. Il m'a alors fait faire un test pour examiner mes trompes, et voilà ce qu'ils ont trouvé. J'ai par 2 fois essayé de me faire réopérer en Colombie-Britannique, mais sans succès. Rien n'a pu être fait. Rien. Avec tout ce qu'on est capable de faire de nos jours, mais une fois que les trompes ont disparu, c'est terminé, on ne peut pas les remplacer. Ils ont détruit nos vies pour toujours. Et ça reste gravé en nous. Lelani Muir a mené durant 10 ans un combat judiciaire qui a permis l'indemnisation des victimes, l'ouverture d'autres procès dans l'État voisin de Colombie-Britannique, mais surtout la reconnaissance officielle des stérilisations forcées. En Alberta, de 1929 à 1973, 3259 stérilisations forcées ont été pratiquées dans un État dont la population était inférieure à 1 million d'habitants. Influencés par le puritanisme baptiste, les États de l'Ouest canadien ont pratiqué une politique eugénique imprégnée de pureté morale, spirituelle et sociale. En 1984, un journaliste suisse, Francis Louisier, révèle dans son film « Les gens du voyage » l'ampleur de la véritable chasse à l'homme qui s'est pratiquée pendant plus de 40 ans dans son pays. La cible, des tziganes suisses, les Yéniches. En 1926, la très officielle Fondation suisse Pro Juventute confie à Alfred Siegfried, partisan des idées eugénistes, la charge des enfants du voyage. C'est toute la théorie des partisans de l'éradication du nomadisme. Le nomadisme en soi est une tare. Le fameux docteur Siegfried, qui avait reçu le mandat de s'occuper de cette éradication, est
lui-même convaincu, et il écrit très souvent, il publie très souvent des articles, il écrit des petites revues, des petites brochures, dans lesquelles il dit le nomadisme est une maladie héréditaire et une tare. Et les nomades sont fourbes de naissance, par hérédité. Donc il en est profondément convaincu, et il pense qu'en éradiquant, en dispersant les familles, on éradiquera cette tare-là. En dispersant les familles, c'est-à-dire en stérilisant parfois les mères à l'occasion de leur accouchement, en enlevant les enfants et les confiant à des familles de paysans, on espère les intégrer, mais en fait, ces enfants fuguaient tout le temps et finissaient toujours dans des maisons de correction, comme on les appelait à l'époque, des orphelinats et des maisons de correction. Le résultat, c'est qu'il en tirait la conclusion que, ben voilà, la preuve que c'est des gens instables, incapables de s'intégrer, et que s'ils ont ça dans le sang. C'est ainsi que jusqu'à la fin des années 60, les enfants des générations suivantes, non contents d'hériter du nomadisme considéré comme une maladie transmissible, devront aussi endosser le handicap social de leurs parents et seront d'emblée classés asociaux. Dans ce temps-là, on avait l'impression que si les parents sont malades psychiquement, les enfants le sont aussi. Alors on était déjà fixé quand on était né, non? On était un enfant pas normal. Et comme j'étais toujours un peu de travers dans les maisons de correction, les maisons d'enfants, dans les familles, on disait c'est sa maladie, non? Elle ne se comporte pas comme les autres, alors elle est malade comme sa mère. De 3 à 16 ans, Mariella Mer est internée plusieurs fois dans cet hôpital psychiatrique de Zurich. Elle y subit électrochocs, coma sous insuline, mauvais traitement. C'est ici, au Burgolzi, qu'a triomphé l'eugénisme des docteurs Auguste Forel et Eugène Bleuler, adeptes de la purification sociale, et dont le disciple Ernst Rudin, psychiatre, fut un des 3 responsables du programme eugéniste nazi. À 16 ans, toujours sous la tutelle d'Alfred Siegfried, Mariella Mer trouve un travail de serveuse, réussit à faire l'école hôtelière et fait la rencontre d'un survivant des camps de la mort. Il avait 30 ans de plus que moi, j'étais un tzigan moitié juif. Et puis il a vécu 4 ans à Dachau, il m'a appris le français, et il m'a appris l'italien parce qu'il ne voulait pas que je parle l'allemand. Il ne supportait pas. Et puis bon, comme on connaissait la Progenitura comme institution catholique, on a pensé de pouvoir se marier quand on fait un enfant. Mais au contraire, on a fait cet enfant, moi je l'ai annoncé régulièrement à la casse maladie et tout ça. Et puis un jour, il y a la police qui vient à 5 heures du matin. Ils m'ont amené aux prisons. Je ne savais pas pourquoi, parce que j'ai travaillé, j'ai rien fait du mal. Et puis ils ont dit, toi tu passes les prochains mois, tu passes là-dedans, parce qu'on ne veut pas que tu te maries avec un tzigane, moitié juif, encore. C'est en prison qu'elle donne naissance à un fils dont on la contraint à se séparer. Puis, confrontée en 1968 au diagnostic mensonger de tuberculose intestinale, elle doit accepter une intervention chirurgicale. Et puis après, j'ai jamais pris des pilules, des choses comme ça. Et puis, je pensais que la première grossesse était assez dure que je peux plus avoir des enfants. Hein. Et en 1987, quand on m'a donné mes dossiers de la Progenitura, j'ai vu que j'étais stérilisé. Que la Progenitura a pris contact avec ce médecin et puis il m'a stérilisé sans rien dire. J'avais 24 ans. C'est une tradition suisse. Hein. En Suisse, on aime bien être en ordre. On a même un slogan qui dit propre en ordre. Ça définit assez bien les Suisses. Tout ce qui est déviant est inquiétant et donc rejeté.
Alors pourquoi par tradition? Pourquoi des cantons si différents, des cultures aussi différentes que la culture germanique et allemande de Zurich et la culture vaudoise, latine ou la culture protestante et la culture catholique? Pourquoi toutes ces cultures finalement se mettent d'accord sur ce propre en ordre? Ça, je suis incapable de vous le dire. C'est comme ça qu'on vit. On a ça dans le sang. C'est héréditaire. En Suisse, les stérilisations forcées, réglementées ou non par les lois, ont touché de 1928 aux années 70 entre 5 et 10 000 personnes, majoritairement des femmes. Il aura fallu 6 ans à une parlementaire fédérale pour que l'éventualité d'une loi d'indemnisation puisse être seulement mise à l'ordre du jour de l'Assemblée fédérale. 1999 war 1996 fut une année où en Suisse, la situation permettait de sensibiliser les gens à ce problème. Moi-même, depuis les années 80, je participais à un mouvement très actif qui se battait pour faire reconnaître la stérilisation forcée de masse. Et à cette époque, dans les années 80, la politique telle qu'elle était menée en Suisse ne nous laissait aucune chance. Puis dans les années 90, il put y avoir des discussions comme aux États-Unis ou en Suède. En 1996, en Suède, une loi a été votée pour le dédommagement des victimes stérilisées. C'est pourquoi la situation était plus favorable en Suisse en 1996. Il y eut une longue marche de protestation et enfin une majorité de oui au Parlement pour autoriser l'examen d'une loi. Une bonne part de l'idéologie eugénique est, je pense, connectée à de bonnes idées sur l'amélioration de la vie des gens. Mais quel est le prix pour ça? Quel prix étaient-ils prêts à payer pour ça? Évidemment, ils acceptaient, et nous aussi certainement à notre tour nous acceptons, que certains ne fassent pas partie de cette grande famille heureuse. Ce qu'on appelle en Suède et plus généralement en Scandinavie les errants, c'est eux qui payent le prix. Et nous devons être vigilants à cet égard. Dans les pays scandinaves aussi, une relecture de l'histoire s'est engagée dans les années 80, qui a débouché en Suède sur une loi d'indemnisation des victimes. La pensée eugéniste sociale et raciale des pays scandinaves, fer de lance des premiers congrès internationaux de l'eugénisme, a jusqu'en 1973 autorisé 130 000 stérilisations visant ceux qui risquaient de troubler le bonheur social de la race nordique. L'homogénéité des sociétés scandinaves et la rigidité du cadre luthérien ont toujours troublé la frontière qui sépare le choix individuel de la pression sociale. Dans les années 50, il y a eu des enquêtes importantes pour savoir ce qui avait entraîné des gens à être stérilisés et comment ils en étaient arrivés là. En général, il semble avoir été volontaire pour subir une stérilisation. Mais il faut aussi se poser une autre question. Comment ils ont supporté cette intervention après? C'est très difficile de savoir ce qui a pu les pousser à faire ça. C'est compliqué de répondre d'une façon globale. Qu'est-ce que je fais volontairement ou non? Où est la limite entre ce que je veux et ce qu'on me force à faire? Il y a bien sûr plusieurs raisons sociales. Quand suis-je prêt à prendre une décision? Et est-ce que j'ai la liberté de changer d'opinion, surtout si c'est irréversible? Yes, d'accord. Ça nous mène à la question de la place de notre liberté individuelle dans la société, de mes droits sur mon corps, de mes droits sur ma famille, sur mon futur aussi. C'est quelque chose qu'on ne résoudra jamais. C'est une discussion éternelle. Évolution des mentalités, combat des victimes, reconnaissance en 1973 des droits universels des handicapés, travail des historiens,
droits de l'homme sont venus à bout des politiques eugénistes populationnelles des États occidentaux. Pourtant, dans d'autres parties du monde, ils nous ont amenés en pleine nuit. Le dispensaire était rempli de femmes qui attendaient. Moi, ils m'ont pris par le bras, mais j'ai réussi à m'échapper. Il y avait un groupe de femmes qui ne voulaient pas se faire ligaturer. Les médecins les ont amenées à l'hôpital et les ont opérées de force. Depuis les années 70, les politiques eugénistes menées sous couvert de planning familial ont toujours présenté les femmes stérilisées comme consentantes afin d'éviter d'être la cible des critiques. Au Pérou, dans les années 80-90, le gouvernement Fujimori, bénéficiant de l'aide de la fondation Rockefeller, est responsable de la stérilisation de plus de 300 000 femmes indiennes. En Chine, au terme de la loi de la santé de la mère et de l'enfant, 4 femmes sur 20 ont été stérilisées. Certaines en sont mortes. Les temps et les pays changent et les cibles demeurent les mêmes. Handicapés, laissés pour compte et minorités. L'histoire ne change pas, elle se déplace. Seule la solidarité internationale pourra en modifier le cours.